Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 17e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée sur le podcast. J'ai littéralement flashé sur son compte Instagram il y a de cela plusieurs semaines, pour ne pas dire même mois. Quand je l'ai contacté via le formulaire de contact sur son blog, mon formulaire a atterri dans ses spams. Donc je l'ai recontacté, je crois, 1 mois et demi après sur son compte Instagram pour vous dire à quel point je tenais à ce qu'elle soit aujourd'hui présente dans ce podcast. Elle va vous parler d'un sujet qui est très vaste. On va vous parler de résilience. Alors la résilience, je ne vais pas vous donner la définition. Ce serait vraiment trop restreindre ce terme qui pour moi est beau, magique et magnifique. D'ailleurs, Amandine, qui est donc mon invitée aujourd'hui, a écrit un livre complet sur la résilience. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas vous résumer ce qu'est la résilience en une seule phrase. Durant cet épisode, Amandine va vous donner 3 points, on ne peut pas vraiment dire étapes, sur comment faire de ces difficultés une force, comment faire des erreurs de la vie, de nos traumatismes parfois, une force, comment se relever et comment faire de tout ce que l'on peut parfois avoir de négatif dans notre vie, le transformer en positif. Vraiment un très très bel épisode que j'ai vraiment pris plaisir à enregistrer et j'espère sincèrement qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse, comme je vous l'ai dit, d'accueillir avec moi Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Audrey, merci beaucoup. De rien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, je suis vraiment, comme je te l'ai déjà dit, super heureuse de t'accueillir pour un épisode de podcast qui est pour moi un petit peu particulier, parce que d'habitude, quand j'ai une invitée, j'ai des questions bien précises à lui poser, je sais où je vais. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, on a vu ensemble pour quand même avoir quelques petites étapes et puis que nos auditrices et auditeurs apprennent un petit peu à mieux te connaître et savoir qui tu es, ce que tu peux proposer. Donc, moi, je t'ai connue par rapport à ton compte Instagram, Curieuse Conscience, où j'ai eu un coup de cœur voilà, tout de suite avec tes posts Instagram qui m'ont beaucoup parlé. Et par rapport aussi à ton livre Résilience, dont on reparlera plus tard, mais voilà, une couverture magnifique d'ailleurs au passage. J'adore la couverture de ton livre. Et du coup, pour que justement nos auditrices te connaissent un petit peu mieux, je vais d'abord te laisser te présenter. Merci beaucoup Audrey à toi pour cette invitation. C'est la première fois que je fais un podcast en plus. Ça, je suis contente. Donc merci à toi pour ça. Donc moi je suis Amandine Issa-Verdun, je suis sophrologue, sophroanalyste et thérapeute en mouvement oculaire type EMDR que les gens connaissent un peu plus. Et je suis spécialisée dans le traitement des traumatismes et je suis à côté d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Avec les cigales. Avec les cigales, le soleil la plupart du temps. Je reçois les patients à mon cabinet, mais aussi à distance, beaucoup, d'autant plus en ce moment. En visio, ça me permet de suivre des gens aux 4 coins de France, mais aussi aux 4 coins du monde. Et ça, c'est cool. C'est génial. Et ça fait combien de temps que tu pratiques, que tu es sophrologue? Et peut-être nous dire, tu as dit sophroanalyste. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, donc du coup, ça fait 2 ans que j'ai ouvert mon cabinet. La sophrologie, donc c'est une technique que plus ou moins tout le monde connaît, que je ne vais pas forcément développer ici aujourd'hui, je pense. Donc j'ai ma casquette de sophrologue et sophroanalyste. Donc là, on est plus dans de la psychothérapie. Hein. On utilise, si vous voulez, la base corporelle de la sophrologie, donc par la relaxation, etc. Mais on va passer par une psychothérapie en verbalisant
l'histoire de la personne et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller creuser dans son histoire et trouver un peu les blocages, les traumas qui sont cachés un peu derrière. En Et s'aidant des techniques de la en sophrologie, s'aidant la des techniques de la respiration. sophrologie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Quand on est en psychothérapie, donc on verbalise normalement, voilà, l'un en face de l'autre. Là, la seule différence, c'est que le sophronisé, on dit celui qui vient consulter, est allongé et en état modifié de conscience légère, semblable à de l'hypnose, et on travaille en psychothérapie dans cet espace-là de la conscience. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Et je suis sûre que ça va plaire aussi à de nombreuses personnes de mon audience, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler Non, de non, cette méthode. c'est vrai. C'est vrai que ben, de toute façon, il faut, enfin, en tout cas, moi, dans la branche dans laquelle j'ai été formée, il faut déjà être sophrologue pour pouvoir prétendre à être sophro-analyste, parce qu'il faut maîtriser forcément toutes les bases de sophro. Bien Donc, sûr. c'est pas quelque chose qui est courant, puisque déjà, c'est restreint à ceux qui sont déjà sophrologues. Voilà. On Oui, peut bien pas sûr. être juste sophro-analyste, en fait. Oui, ça, c'est pas comme ça, tu décides pas du jour au lendemain de devenir sophro-analyste, déjà Voilà. sophrologue, et après Oui, analyste, c'est pareil, je pense que tu as une formation spécifique pour ça. exactement, ouais, avec une supervision, 50 heures de psychothérapie derrière Donc, moi minimum. c'est ça. Donc, avis aux amateurs et amatrices, je trouve que le principe de travailler sur soi en profondeur, parce que voilà, l'analyse, on est vraiment en C'est profondeur, ça. avec la technique qu'il peut y avoir de relaxation, de lâcher prise, de la sophrologie, Ouais. ça doit du coup aider à aller bien en profondeur sans, entre guillemets, trop se heurter et trop se faire du mal, clairement. Parce que des fois, Ça reste confrontant quand même, hein. oui, bien sûr. Comme on dit, la sophrologie, c'est du recouvrant. On se coucoune, on se fait du bien, on active nos ressources positives. Voilà, on lâche prise. Voilà. Et dans la sophroanalyse, on est dans du découvrant. Là, quand même, on descend dans des espaces de la conscience, voilà, qui sont pas forcément, qui sont assez confrontantes. Mais Mais effectivement, avec les outils de relaxation, de souffle, où, voilà, on peut récupérer entre ces petits paliers on a un intérieurs. petit oreiller, quoi. On a un petit peu plus confort, on va dire. Exactement. Bah, c'est super. Bah, merci en tout cas pour ce détail sur la sophro-analyse. Et puis, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amandine à ce sujet-là. On va rentrer dans le vif du sujet, mais pas tout à fait. Donc, le sujet, c'est comment faire de nos expériences de vie une force. Mais avant ça, j'ai eu envie, puisque je n'ai pas de questions type à poser à Amandine, et vous allez très très vite comprendre pourquoi. Il y a 3 de ces posts Insta assez récents qui m'ont tilté, titillé. Donc, je vais laisser à Amandine, je vais lui donner les 3 titres, un à un, et je vais lui laisser vous dire et vous expliquer ce qu'elle a voulu exprimer dans son post Instagram vis-à-vis de ça. Et vous allez très très vite comprendre pourquoi je ne peux pas enfermer Amandine dans des cases et des questions. Voilà. La première phrase, le premier post Instagram, ce que tu as intitulé Tous les chemins mènent à soi. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ouais, j'ai même dit tous les chemins mènent à toi. Oui, Et ouais, c'est mieux. c'est encore mieux, c'est encore plus percutant. Donc ça, c'est vraiment... Ce post, il a été créé après un live que j'ai fait avec mon éditrice, parce que du coup, je suis aussi autrice du livre Résilience, guide d'exploration de conscience. Et quand on a échangé au sujet du livre et le pourquoi, du comment je l'ai écrit et du parcours que j'avais un peu traversé pour en arriver là où je suis, j'en étais arrivée à cette conclusion qu'en fait, toutes les expériences dans une vie sont à vivre en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a juste des expériences. Et chacune de ces expériences mène à soi. Et quand j'ai écrit ce post, je voulais dire à ma communauté que t'inquiète pas, quoi que tu vis, tous les chemins, ils mènent à toi. Ils vont permettre de se découvrir, d'apprendre, d'expérimenter des émotions, de trouver des solutions quand cela devient trop compliqué, quand la souffrance est trop présente. J'aime cette idée de se dire que tout ce qu'on vit, on ne vit pas pour rien, que tout est juste et que effectivement, peu importe où on aille, parfois on a l'impression de se perdre et effectivement c'est le cas. On fait des détours et des retours, on a l'impression de retomber dans nos travers, de repartir dans des problématiques qu'on pensait régler, mais c'est ok parce que tous les chemins vont mener en fait vers cette résilience hein, quelque part. Et c'était ce que je voulais dire à travers ce post. Il n'y avait pas de chemin à proprement parler parce que justement, la question qui revient souvent, c'est comment aller sur ce chemin de résilience. Et voilà, il y a pas deux chemins, il n'y a pas le chemin, il y a les chemins qu'on explore, qu'on prend, peu importe où on va en fait, parce qu'on ne le sait jamais vraiment. Et surtout, c'est qui on devient en parcourant ces chemins-là. Donc effectivement, peu importe ce qu'on traverse, les problématiques, on est tous différents, on a tous des problématiques différentes.
on n'a pas de quête particulière à mener à part à être soi. Donc, pour moi, chaque expérience que l'on vit mène à soi. C'était ça, ce post. Un beau message parce que je trouve vraiment important de comprendre que effectivement, il y a plein d'outils, plein de méthodes de développement personnel, de ce qu'on veut. Chacune ou chacun, à notre manière, on a un passé différent, plus ou moins difficile. Mais comme tu le dis, c'est pas parce qu'on te dit, voilà, la sophranalyse, c'est fait pour toi, ou toi, ce sera la sophrologie. Il faut tester, il faut apprendre, il faut avancer, mais tester surtout. Et Ouais. c'est ça, parce que on va se dire, oh là là, non, ça ne me va pas, ça ne me convient pas, c'est pas pour moi. Puis on va laisser tomber, on va garder son mal-être, on va pas le travailler. Et c'est dommage, parce que Mm. tu le rediras plus tard, je pense. C'est de ça, en fait, c'est de ça qu'on doit faire une force, et on peut être aidé Tout à fait. pour ça, ou on peut le faire seul, mais seul, c'est un peu plus long, je pense, c'est plus compliqué. Mais voilà, j'adore, moi, tous les chemins mènent à toi. Et chaque jour, pour moi, on est une meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour, on apprend de nous, Mm. de nos expériences, voilà, de nos parcours. Et comme tu dis, des fois, bah, il y a des jours avec et des jours sans. Des jours, on a l'impression d'être revenu 10 ans en arrière, de dire, oh là là, mais ça va pas du tout, là. J'ai l'impression de me revoir il y a 10 ans. Ouais, Mais c'est OK. exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est important de le rappeler, je pense. Surtout quand on est en chemin, sur ce développement personnel, thérapeutique. C'est que c'est OK tout ce qui se passe. Ouais. Même les allers-retours, même les impressions de retomber, alors que finalement, on ne retombe pas vraiment au départ, on va ailleurs, sur un autre chemin, des espaces qu'on n'avait pas encore explorés, puisqu'on a avancé entre-temps. Donc Mm. non, c'est important de rappeler que... Voilà. D'où mon choix de ce titre Mm. qui m'avait fait. Juste le titre, tu vois, que tu as mis, ça m'avait fait tilt. Je dis oui, bien sûr, tous les chemins mènent à toi. Des fois, on est dans l'avion, on ne sait pas quel chemin on va prendre, on a peur de choisir, on dit, ah là là, mais je ne sais pas si je Ouais, prends un. complètement. Ben, on choisit et Et, puis c'est pas ouais. grave. Au pire, on reviendra sur la troisième porte dans 6 mois, dans un an, dans 6 ans, etc. Et on repose. Exactement. Exactement, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient dans mon cabinet souvent, hein, cette idée de mais qu'est-ce que je dois faire, je sais pas quoi Mm. faire. Fais en fait, fais là, maintenant, ici, maintenant. Forcément que tu ferais autre chose 6 mois avant et peut-être dans 6 mois après, mais fais ce que tu vas faire maintenant, tu verras où ça te mène. Et puis on est des pros pour rebondir et Ouais. Ouais. pour, On est pleine de ressources, on ne se rend pas toujours exactement. compte de tout ce qu'on a. Mm, Je dis des fois, regardez un petit peu ce que vous avez fait en arrière, le chemin que vous mm, avez parcouru et réalisez les changements. Enfin, mm. félicitez-vous de ça parce on regarde toujours là, à droite, oh là, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça, mais regardez tout ce qu'il y a derrière et validez-le, validez tout ce chemin que vous avez parcouru. Super. Merci Amandine. Et deuxième, qui est aussi pour moi très important, c'est le pouvoir libérateur de la parole. Donc là, on est vraiment dans ma casquette de sophroanalyste et de sophrologue, mais vraiment de thérapeute. L'idée que la parole a un pouvoir libérateur énorme. Et c'est ce qu'on offre, nous, en tant que thérapeute, dans notre cabinet. La première chose qu'on offre, avant que ce soit une technique, c'est vraiment cette écoute et du coup, cette parole qui est libérée de la personne qui vient nous consulter. On peut utiliser toutes les techniques du monde, peu importe. Je pense que le premier outil numéro 1 du thérapeute, c'est cette libération de la parole, cette verbalisation que l'on retrouve dans les cabinets de thérapeutes. Et parfois, juste de parler, ça libère, en tout cas dans mon cabinet. Ça peut fédérer aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, qui ont vécu les mêmes problématiques, et de pouvoir échanger entre elles. On connaît tous hein, les groupes de parole Mm. voilà, au niveau des dépendances, des addictions, des traumas, qui ont vécu les mêmes choses. Ça libère énormément de se fédérer autour d'une idée, et de pouvoir échanger autour de celle-ci. Ça permet de conscientiser en fait notre histoire. Et c'est important, avant de tout de suite vouloir aller la guérir, ce qui est important, c'est de la conscientiser, comprendre ce qu'on a vécu. Et pour ça, d'en parler, c'est important de s'entendre parler de sa propre histoire. C'est finalement le thérapeute agit comme un miroir, mais comme un écho, mais on s'écoute parler soi. On se parle à Soit. soi et c'est important. Moi, je parle souvent du pouvoir de l'écriture. Hein. Moi, bullet journal Oui. addict. Mais c'est encore autre chose, comme tu viens de le dire, de parler et de s'entendre soi, Mm, de verbaliser les choses. Pour moi, ce qui est important déjà, c'est de les sortir, de les évacuer. Donc, l'écrit, c'est déjà une première étape pour mm, quelqu'un qui n'arrive pas du tout à exprimer à voix haute. Mais c'est vrai qu'après, dire les choses, les formuler avec sa bouche, avec son cœur, avec son âme, avec tout ce qu'on veut, c'est encore une autre étape, quoi. tout à fait. Tout à fait. C'est différent encore, effectivement. Parce que par exemple, dans mon processus d'écriture, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été du coup
dans ce processus-là, libérateur d'écrire. C'est très thérapeutique d'écrire. Mais ça a été encore différent de parler de mon livre après. De raconter, du coup, de m'entendre parler de ce livre. Ça a été une autre étape de verbaliser, justement. C'est la réalisation, la concrétisation. Mais de ce que j'évoquais dedans, c'était effectivement très thérapeutique de l'écrire, mais de là à le verbaliser, c'était encore quelque chose, de s'entendre parler à nouveau de son histoire, de l'offrir au monde encore plus, parce que, encore une fois, là, à travers ce livre, dans la première partie en tout cas, j'offre ça au monde, c'est pas en huis clos avec un thérapeute. Et du coup, c'est autre chose, encore une fois, de s'entendre parler de ça. Donc, oui, sur toi, sur ton histoire personnelle. C'est toute la première partie. Donc, le titre, parce qu'on en parle un petit peu, c'est Résilience, guide d'exploration, et c'est aux éditions Jouvence. Et toute la première partie, tu parles de toi, de ton expérience, le chemin qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Et après, tu vas aller expliquer plus le comment, les différentes techniques, les différents outils. Tout à fait. Mais effectivement, la première partie, tu te livres complètement à tes lecteurs. Complètement, tu te mets à nu. Ouais. Un beau livre. Merci. Troisième post Instagram. En fait, sans le vouloir, je les ai mis un petit peu dans l'ordre. Je trouve, on y reviendra après, mais oser briller au monde. Alors ça, c'est quelque chose ce post, il sort de... Je fais des séances de sophro-coaching aussi à côté de mon activité de thérapeute. J'accompagne un peu les sophrologues en devenir, en fait, qui veulent devenir thérapeutes. Ce post, il est sorti de ces séances-là que j'ai pu vivre avec mes clients. Il y a souvent énormément de croyances limitantes dans cette idée de briller. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Les limites qu'on se met, en fait, nous-mêmes, comment on se bride soi-même. Alors, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est pas vraiment nous-mêmes, que c'est souvent ce qu'on a entendu sur nous depuis toujours, ou depuis notre enfance, les étiquettes qu'on a collées, les idées qu'on a sur la réussite, sur l'argent, sur voilà, les peurs derrière, les peurs du manque, la peur de se montrer. Et ce post, il parle de ça, de cette idée de autorisez-vous à réussir, autorisez-vous à briller, parce que ça part de soi, en fait. Personne ne va vous autoriser, en fait, vous donner l'autorisation de briller, de réussir, d'être libre, épanoui dans cette vie professionnelle et plus personnelle aussi. Hein. Ça peut s'étendre sur tous les plans de notre vie. C'est l'idée, voilà, vraiment, autorisez-vous, osez. Oser, c'est le mot. Hein. De toute façon, en coaching, oser, c'est le mot. Il y a très peu d'autres mots qui peuvent faire plus tilt que le mot oser, parce que c'est vraiment oser être soi, oser y aller, et sortir du coup de ces croyances limitantes qu'on s'inflige en fait, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on s'inflige à soi, et qui du coup nous bribe sur ces chemins d'exploration. On s'empêche d'aller explorer des chemins, parce qu'on ne se sent pas légitime, parce que le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se sent trop nul. Après, il y a les peurs. La peur du manque, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté dans notre idée, la peur d'oser se montrer, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et ça peur de la réussite. La peur de la réussite, c'est incroyable. Ouais, c'est hyper important. Hein. Ça vient souvent, après je bascule souvent en sophroanalyse, là. Je leur dis, ok, ok, il y a des croyances limitantes, elles viennent d'où? Ben ouais, elles viennent toutes de l'enfance pratiquement, ou de traumas qui ont été vécus forcément. Mais du coup, c'est dommage que cette histoire-là vienne encore brider l'adulte d'aujourd'hui, parce que même si c'est important pour moi de penser avec un A le passé, pour pouvoir justement se libérer dans son présent, ça c'est hyper important. Ça ne doit pas nous limiter pour autant. Ça a existé, ça fait partie de notre histoire, mais aujourd'hui on peut dépasser ça. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser se montrer. Alors forcément, hein, ça renvoie à une certaine vulnérabilité, ça renvoie à certaines peurs qu'il faut dépasser. On sait que derrière la peur, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a des belles choses derrière la peur quand on sort de cette zone un peu connue. C'est ça. Mais j'aime bien aussi, moi, c'est mon mot de l'année, hein, oser. Et je dis souvent, malgré tout, à mes coachés, autorisez-vous. Parce que je trouve que ça va ensemble. D'abord, autorisez-vous à être heureuse, autorisez-vous à renier un peu vos loyautés familiales, etc. On peut parler de drivers aussi, ces messages contraignants qui sont empreints en nous, qui font partie de nous, mais qui ne sont pas nous. Donc, je dis, autorisez-vous déjà à imaginer, à rêver à autre chose, et après, oser réaliser tout ça, quoi. C'est important. Tout à fait, complètement. Merci, Amandine. Et du coup, après ces 3 posts Insta, la revue, on va arriver à la question de cet épisode. Une question
j'ai voulu très, très ouverte, comme j'ai déjà dit, parce que tu vas le redire aussi, je pense, on peut pas, je ne vais pas vous donner 3 clés, 3 étapes, 5 étapes de comment faire de nos expériences de vie une force. On l'a déjà dit, chacun, chacune, on est différents, les outils seront différents. Donc, je te pose la question, comment faire de nos expériences de vie une force? Oui, effectivement, il y a pas de baguette magique qui s'adapte à tous. On a tous des histoires différentes, un parcours de vie différent, avec plus ou moins de difficultés pour les uns, des traumas Mm. pour les autres. Et j'ai du mal avec l'idée de cloisonner ça à 3 étapes magiques. Voilà les 3 étapes de votre vie pour transcender vos souffrances en force. Chacun va aller puiser dans ses ressources personnelles. Elles sont toutes différentes pour chacun. Et c'est important de rappeler qu'il n'y a pas voilà, de recette magique. Ça, c'était pour moi hyper important. Comme quand on me demande pour mon livre de définir la résilience, c'est compliqué. C'est difficile pour moi de cloisonner la résilience juste à l'idée de rebondir et de transformer ces épreuves en force. Ça va au-delà. C'est tout le chemin qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Sur quel chemin on va explorer pour y aller? Donc, c'est aussi compliqué que de définir voilà, la question que tu me poses. Après, on peut traverser certains points clés, on va dire, on va les nommer comme ça, dans cette idée de transcender ses souffrances pour en faire une force. La première chose, ça va être le fait de conscientiser son histoire. Donc là, ça va venir reprendre les points qu'on a vus ensemble un peu voilà, sur la parole, la libération de la parole, sur tous les chemins à soi. L'idéal, c'est voilà, d'aller un peu jeter un regard sur cette histoire qu'on a vécue. Déjà depuis l'endroit où nous nous trouvons, parce que certains n'ont même pas osé regarder en arrière depuis cet espace parce que trop de douleur, parce que le passé s'est passé, parce que c'est derrière, sauf que on oublie que ce passé nous a construit, et qui nous a amené là où on est, et qu'il a emporté avec lui plein de petits bagages qu'on trimballe dans notre quotidien. Donc c'est hyper important pour transformer ça en force. Il faut bien être conscient des faiblesses et des difficultés, de la souffrance et des traumas qu'on a traversés. C'est pas en les ignorant qu'on va les transformer. Si on les ignore, on les laisse toujours de côté et ils continuent à nous suivre là dans un espace de nous et on les conscientise pas et du coup on peut pas les transmuter. On peut pas Changer. transformer le plomb en or si on ne regarde pas le plomb et qu'on travaille pas sur le plomb pour qu'il devienne de l'or. Mais cette idée de conscientiser son histoire, c'est ça. C'est d'aller regarder ce qui se passe dans notre vie. Alors, ce n'est pas forcément confortable, on est d'accord. Hein. On va aller revoir qui on a été quand on avait 5 ans, quels parents on a eu à cet âge-là, puis à 10 ans, puis à 15 ans, puis à l'entrée de l'âge adulte, les traumas qu'on a traversés, nos relations aux autres, nos relations au monde, notre relation à nous-mêmes. Le La plus miroir, dure. quand la plus dure, surtout à l'adolescence, c'est hyper difficile de revenir dans ces périodes pour ceux qui l'ont traversé de façon compliquée. Ce regard sur soi, il est tellement dur, justement, il est plein d'injonctions, il y a une espèce de poids de la société, du groupe. Parce que du coup, tout ce parcours, c'est aussi vécu à travers le regard de l'autre. Hein, on vit à travers le regard du parent. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on devient voilà, indépendant, en tout cas qu'on essaye, mais on se construit à travers le regard du parent qui nous donne confiance et tout. Donc déjà, si là, il y a des failles, C'est voilà, compliqué. ça coince. On quitte le regard du parent pour aller vers plus de soi personnel, mais pour ça, on va aller s'attacher au groupe. Donc là, on se réfère aux autres, on veut faire comme les autres, on veut s'attacher au groupe qui nous correspondent d'après voilà, nos idéaux, nos rêves, nos envies, nos besoins. Donc on va vers le groupe. Et effectivement, on arrive à un moment donné, donc là c'est plus tard dans la vie, hein, c'est le processus d'individuation de Jung. C'est la fameuse crise de la quarantaine, on la nomme un peu comme ça vulgairement, mais c'est un processus qui lui ramène à soi. C'est OK, là j'ai grandi à travers le regard de nos parents, j'ai grandi à travers le regard des autres, du groupe, puis de la société, du travail, des études que j'ai fait, ce qu'on attendait de moi pour réussir. OK, là j'arrive à un stade maintenant où je suis qui moi dans tout ça? Une fois que je tombe mes masques, mes étiquettes, que j'enlève tout, je me dépouille de tout ça, qui reste? Qui je suis? Et c'est souvent là que voilà, on a besoin d'aller vraiment conscientiser cette histoire pour se dire OK, là maintenant, tout ce que j'ai traversé, je vais l'utiliser et je vais en faire une force. Une étape, enfin, moi je l'appelle c'est presque la connaissance de soi, la connaissance de notre parcours, de notre chemin qui est la base. On est d'accord, bien sûr. Même dans le développement personnel, quoi que vous vouliez,
Savoir où vous voulez aller, vos objectifs, quel chemin vous voulez prendre. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne saurez pas où vous voulez aller. Et puis surtout, comme je ne sais pas si on finit par vraiment se connaître un jour, puisque Oui. notre connaissance, elle va évoluer en fonction de nos expériences. Et plus on avance dans l'âge, plus on vit des expériences et plus on apprend d'autres choses sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'autre. C'est infini. Donc finalement, c'est important d'aller voir le départ, comme ça au moins, si on dépouille le départ, à un moment, on est plus neutre et du coup, on peut avancer tout en continuant d'expérimenter Plus et facilement plus peut-être. Plus facilement du léger. coup. Oui, c'est On est ça. plus léger. Déjà, si le passé il est dépouillé, conscientisé, c'est plus léger. Et du coup, ça Mhm. permet au reste de s'explorer de façon plus légère, avec un autre regard différent sur Plus, soi, sur le plus monde. mature, plus C'est ça. posé, plus. D'accord. Mm. Et donc, ça, c'est le premier point, donc la Ah, conscientisation de son histoire. ouais. En deuxième point, je dirais que c'est l'acceptation. Parce que du coup, une fois qu'on a conscientisé cette histoire, il faut aussi accepter, et j'ai encore dit il faut, c'est important, je pense, d'accepter cette histoire-là. Parce qu'on peut la conscientiser, ok, j'ai vécu ça, mais dans le déni, de se dire, ok, il y a ça, ok, j'ai conscientisé mon histoire, je sais ce que j'ai vécu, je sais les traumas que j'ai vécu, je sais les parents que j'ai eus, je sais les relations que j'ai eues, amicales, amoureuses, je les connais. Mais si je les accepte pas, je reste dans le déni et je laisse toujours ça de côté. Donc, Oui. encore une fois, si j'accepte pas cette histoire-là, je peux pas la transmuter. Si ça passe pas par cette phase de, ok, ça je l'ai vécu et je vais m'y attarder dessus. J'accepte d'avoir été cet enfant blessé, trahi, mal aimé, cet ado abandonné, etc., etc. C'est accepter ces blessures qui vivent en nous après les avoir gardées pour pouvoir mieux les transmuter. Et comment tu fais? Des fois, ce sont des choses qui sont dans notre enfance, dans notre adolescence, donc déjà réussir à retourner à ce niveau-là. Mm. Mais il y a des périodes, comment accepter ces manques? Tu vois, par exemple, le manque d'amour, Complètement, l'abandon, comment accepter ces complètement. manques qui nous manquent, il y a un trou, comment le combler, comment passer à Alors, autre chose? alors je dirais justement que si dans ces trois points, la phase la plus complexe pour moi, c'est l'acceptation, évidemment. Mm. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on va pouvoir réparer, voilà, avec des travaux de thérapie, de sophroanalyse, de MDR, etc. Il y a des choses qu'on ne pourra pas réparer. Il y a des choses, les manques, il va falloir faire le deuil. Il y a des deuils à faire. Le deuil du parent du Une parent fois. parfait qu'on aurait aimé avoir, le deuil de ses relations, le deuil de ce regard sur nous à un moment donné. Il y a des choses, on va pouvoir travailler dessus et il y a des choses, on ne pourra pas. Et ça aussi, ça fait partie du travail d'acceptation, de faire ces deuils, de faire ces deuils-là. Et principalement, le parent idéal, hein, clairement. Ça, quand on creuse dessus. Alors, pareil, il y a des gens, ils veulent pas. Ils veulent pas toucher à leurs parents, il faut pas toucher à cette relation, c'est précieux, par loyauté. Et ça s'entend, hein. Ça s'entend. C'est entré, oui. Ah Il y ouais, a un blocage. ouais, mais ça s'entend que ce soit OK pour eux que ce soit comme ça. Oui, oui. C'est les limites des personnes. Pour l'instant, c'est un pilier trop important pour eux pour qu'ils aillent toucher à cet espace-là. Ça se travaille. Je parle souvent Voilà. de zone de confort, zone élastique et zone de danger. Quand on va avancer sur la petite zone Ouais, élastique après, exactement. sortir doucement pour pas. Parce que de toute façon, si on attaque d'emblée la zone de danger, ben on bloque et on avance. Enfin, on peut Ah pas, on peut ouais. pas, on peut pas. On a Ouais, tous notre zone on de danger. bloque et si on bloque pas, alors par contre, ça peut être un retour de boomerang et ça peut être violent en fait. Si on n'est pas Disons que prêt. le processus, il peut être vécu de façon violente et c'est vrai que Après, il y en a, hein, moi j'en connais, hein, qui aiment y aller. Ah ouais, ils aiment y aller, hein. Mais bon, parce que peut-être qu'ils n'ont plus rien à perdre Oui. à un moment T et que, voilà, que les piliers sur lesquels s'accrocher venaient de s'effondrer et que du coup, bon, on y va. Mais effectivement, l'idée de l'élastique, c'est ça. Il vaut mieux avancer un petit pas après l'autre Ouais. que pas du tout, ou que de trop vouloir en faire et de s'épuiser, ou c'est même pas s'épuiser, là, c'est après se reprendre un retour de boomerang, quand tu viens de Ah le dire, ouais, trop important, qu'on n'est pas prêt à encaisser tout à et fait. que bah, on retombe très, 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 très bas. Ouais. Donc, il vaut mieux avancer petit à petit sur cette acceptation. Et j'aime bien oui, le rapport avec le manque et le deuil. J'avais jamais perçu ça, effectivement, cette histoire de manque, faire le deuil de ce manque. Bah oui, c'est important, je pense. Bah, par exemple, quand je parle souvent des parents, hein, parce qu'en sophroanalyse, on retombe quand même assez souvent dans Mm. l'enfance. À un moment donné,
on peut essayer de visualiser. Je fais beaucoup de travail de visualisation sur l'enfant intérieur, avec les parents. On joue son parent parfait dans des scènes où voilà, on aurait aimé avoir telle réaction. Mais à un moment donné, il y a des manques qui ne se comblent pas, même par soi, quoi. À un moment donné, parce que surtout quand plus l'enfant est jeune et plus l'enfant est dépendant, c'est-à-dire que c'est sa vie qui en dépend. Il faut recontextualiser. Un bébé, s'il n'est pas nourri par sa mère, son père ou la personne qui s'occupe de lui, qui est référente, il peut mourir. Si on ne prend pas soin de lui, il peut mourir. Donc effectivement, il y a ce rapport au deuil, à la mort, etc. Ça peut aller dans les blessures intérieures, ça peut aller loin. Donc il y a vraiment cette idée de deuil à faire. Parce qu'on ne peut pas combler tous les manques. Non. Et là aussi, c'est en prendre conscience déjà. Tout à fait. Ah bah oui. Avant de l'accepter, on prend conscience de C'est pour ces ça que manques-là. Ouais, c'est ça. On ne voulait pas les nommer étapes, mais quand même, il y a un peu de cette idée-là. Il y a Oui, mais on peut passer de l'une à l'autre, comme acceptation, conscientisation. Je pense que. Et on va passer de l'une à l'autre d'ailleurs. Parce que Oui. peut-être en acceptant une certaine partie de son histoire, on va pouvoir en conscientiser une autre depuis un autre point de vue, avec d'autres ressources, d'autres bagages, une autre lecture, et du coup, ça va permettre d'avancer aussi dans sa conscientisation. C'est pour ça qu'on parle de points plutôt que d'étapes. Parce que même si effectivement là se dessinent des grandes étapes, c'est pas étape 1, hop, étape 2, exactement. étape 3, étape 4, et j'avance. Non, on l'a dit, on revient en arrière, on repart, on avance, on recule, on avance. On recule pas véritablement, comme tu l'as déjà dit, mais comme on a l'impression, en tout cas, on a l'impression de refaire chemin arrière. Mais c'est un autre chemin, c'est juste une autre voie, une direction qui va vous permettre de ce que vous n'aviez pas conscientisé avant, comme vous avez accepté un tel manque, et peut-être que vous allez vous rendre compte que derrière ce manque, il y avait autre chose, etc., etc. Et le troisième point? Le dernier, c'est la résilience. Hein. C'est l'idée de qu'est-ce que je fais de cette histoire maintenant? Ok, j'ai vécu cette histoire, je l'ai conscientisée, je l'ai acceptée. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la rends belle, cette histoire? Qu'est-ce que je peux faire pour la sublimer? C'est ça la résilience, quelque part, hein, l'idée de comment je transforme ma souffrance en force, comment je vais puiser ça en moi. Et là, alors là, il y a plein de champs des possibles en fonction des personnes, hein, pour le coup. Alors là, c'est le champ est ouvert, justement. Mais des exemples, toi, peut-être d'outils, de techniques que tu peux proposer aux personnes justement pour réussir. Comme je le dis, il n'y a pas d'échec. Les échecs ne restent des échecs si on n'en tire pas un apprentissage, entre guillemets. Les expériences, une expérience, elle est, comme tu l'as dit, ni positive ni négative. C'est une expérience. Elle est là. Comment faire de cette expérience une force pour aller encore plus loin et mieux dans sa propre histoire? C'est ça la question de la résilience. Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment? Et comment? Alors effectivement, moi, dans ma casquette de thérapeute, j'utilise évidemment la thérapie. Ça va être la première des casquettes que je vais mettre en avant, en tout cas, et notamment le MDR, parce que ça permet de vraiment, pour le coup, digérer, traiter. Mais c'est quoi le MDR? Je vois un petit doigt qui se lève. Vous ne le voyez pas. Moi, je sais ce que c'est que le MDR. C'était à la base la raison même pour laquelle je t'avais contactée. Mais je pense que nos auditrices, elles ne connaissent pas toute cette technique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant d'aller plus loin sur la résilience? Oui, bien sûr. Alors, le MDR, c'est une technique de retraitement de l'information des souvenirs douloureux afin qu'ils soient rangés dans la mémoire à long terme et désactivés au niveau émotionnel, sensoriel, croyances limitantes, etc., etc. C'est une technique qui a été utilisée par les vétérans qui ont fait la guerre, et les études ont été menées sur eux, et ça a fait des miracles sur les syndromes de stress post-traumatique. C'est Madame Shapiro qui a développé cette technique et qui vraiment, elle a ouvert une nouvelle porte à la psychothérapie avec le MDR, parce que du coup, là, on bascule complètement dans ce qu'on appelle une neurothérapie. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, avec les mouvements oculaires, je fais suivre du regard mes doigts qui bougent devant mon patient, et on va retraiter l'information. C'est une stimulation bilatérale au niveau du cerveau qui va traiter l'information. Mais je veux dire, c'est biologique. L'information est traitée au niveau sensoriel, émotionnel, et surtout, elle est rangée dans la mémoire à long terme pour pouvoir passer à autre chose. Donc, effectivement, c'est la technique pour digérer les traumatismes et à partir duquel, je pense, une fois qu'on est passé par là, on peut transformer ça en quelque chose de fort. Donc, le MDR, c'est une technique donc, oculaire. En fait, toi, tu travailles sur des mouvements des yeux
pour permettre à notre cerveau de ranger dans une petite case propre et bien rangée certains souvenirs douloureux afin qu'ils ne... Tu se réactives plus dans le présent, en fait. D'accord. Parce que, en fait, on dit que toutes les souffrances qu'on vit au présent ne sont qu'une réactivation, en fait, de quelque chose qu'on a déjà vécu par le passé, de par cet enfant blessé, cet ado, cette jeune adulte, et que ça n'a pas été traité. Et du coup, ça se réactive en permanence, et en plus, à chaque fois, ça rajoute des nouvelles couches, un peu plus à chaque fois. Donc, ça, c'est vrai, hormis traumatisme, vraiment, voilà. Là, un traumatisme qui arrive à 20 ans, effectivement, il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais sinon, c'est que des réactivations de souffrances qu'on a déjà connues et qui n'ont pas été traitées et qui n'ont pas été rangées. Donc, l'idée, là, justement, c'est de déblayer un peu tout ça, de traiter l'information vraiment cérébralement pour que puisse être rangé dans l'espace de la mémoire à long terme et que ce soit déblayé de la charge émotionnelle, sensorielle et psychologique. Ouais, c'est vraiment un travail en profondeur qui vient chapeauter, je dirais, finaliser tout le travail que tu as expliqué peut-être avec la sophroanalyse, etc. C'est la fin, quoi. C'est le bout du tunnel. Oui. Après, on ne dit pas qu'il n'y a plus rien derrière, mais c'est... Ah si, je suis presque à dire qu'il n'y a plus rien derrière dans le souvenir qu'on a traité. Ah oui, dans le souvenir. Après, je parlais plutôt dans la connaissance de soi, le travail sur soi. Ça, voilà, effectivement, ça, c'est continu. Je pense qu'il nous faudra plusieurs vies pour terminer ce travail. Mais oui. Ou pas. Mais... Ou pas. Parce qu'il y en a toujours, en fait. Donc, ça, oui, c'est ça. C'est qu'en vrai, on peut toujours... on peut s'arrêter à un moment donné et dire « Ok, là, je suis bien, je suis épanouie, j'ai ce qu'il me faut. On n'a pas besoin d'aller creuser plus loin. » Mais si on veut, on peut toujours. On peut effectivement cheminer en permanence. Et c'est ça, c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on peut toujours apprendre des autres, de nous. Et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain aussi, de cette progression constante. Donc, la meilleure version de soi-même, je vous le redis, vous l'êtes chaque jour. Donc, ne cherchez pas à atteindre la meilleure version de vous-même. Clairement, je pense que tu es d'accord. Ah, oui, et cette résilience, cette force que l'on peut avoir de penser, mais pas que de penser, de s'appuyer sur nos expériences pour rebondir, pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur ou de différent. Et oui, c'est vraiment important d'apprendre ça. Mais donc, on conscientise, on accepte. Il y a un verbe pour la résilience. Non, moi je dis marcher vers la résilience. Parce que pareil, c'est pas un but, c'est un chemin. Donc, ouais, non, il n'y a pas de verbe pour la résilience. Mais c'est l'idée de rebondir, hein, de rebondir après une épreuve, hein, et de transformer justement ces expériences difficiles en force. En force, en force, en nouveaux rêves. Quand tu disais d'aller plus loin, d'être encore meilleur, et parfois je dis même, et de retrouver celui qu'on a été et qu'on a oublié. Ces rêves d'enfant, cette créativité, cet émerveillement, cette joie, cette spontanéité de l'enfant. Oui, que c'est des choses qu'on a perdues. Ouais, c'est ça qu'on a perdu en grandissant de par voilà. Quel beau parcours cela nous fait faire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, Amandine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce mot, la résilience? Je n'ai rien de particulier à rajouter par l'idée que voilà, cette résilience, elle existe là en chacun de nous, qu'on peut marcher avec elle en permanence, même dans les moments où ça paraît difficile et qu'on a l'impression de faire marche arrière. En fait, on est en train de traverser des processus de résilience à l'intérieur. Ce n'est pas un but, la résilience, c'est le chemin. Et surtout, voilà, je le dis tout le temps, c'est qui on devient sur ce chemin. Et voilà, qui importe plus que le but. Le but, le but, il va évoluer sur le chemin et on va changer. Et donc, le but, il va changer. Le bout du chemin, il va finir ailleurs, finalement. Enfin, moi, je me serais jamais dit... moi, il y a 10 ans, je me disais, moi, ce que je veux, c'est juste guérir de mes traumas. Voilà. Je me serais jamais dit, il y a 10 ans, ce que je veux... Finalement, plus j'ai avancé dans mon cheminement, puis je me suis dit, ah, mais mince, en fait... Non, finalement, j'ai pas envie de faire que guérir, j'ai envie aussi d'exploiter ça. Et du coup, j'ai envie moi aussi d'aider les autres à guérir. Et en fait, j'ai envie d'être thérapeute moi aussi. Et voilà. Et le but, il change en fait au plus on avance sur son chemin de résilience. Et je me dis qu'aujourd'hui, voilà, j'ai été thérapeute. Après, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. Je me serais jamais dit ça il y a 10 ans parce que le but, il n'aurait pas été là. Il aurait pas. En plus, à vision aussi loin, je me serais dit, c'est impossible. Avec, à mon avis. La projection aussi loin. La projection, je me serais dit, mais n'importe quoi. Soit je me serais dit, c'est impossible, soit c'est prétentieux. Dans mes blessures et dans mes fonctionnements à moi, je me serais dit, c'est hyper prétentieux de croire ça.
Aujourd'hui, je ne pense plus du tout comme ça, hein, l'idée de croire grand, de voir grand, on rejoint le oser briller au monde. J'ai plus peur de ça du tout, mais à cette époque-là, je me serais dit ça. Donc, vraiment, la résilience, c'est pas un but à atteindre, hein, c'est un chemin qu'on emprunte et qui va nous mener vers de nouvelles contrées, de nouveaux chemins à explorer, de nouveaux rêves qui vont se dessiner, qu'on n'avait pas songé il y a 10 ans en arrière. Ou au contraire, on va retrouver ces vieux rêves d'enfants qui nous font rêver et les gens vont avoir envie de créer, de faire plein de choses. Mm. Osez, autorisez-vous à rêver. Quand je fais des coachings, souvent on me dit, je leur demande leur idéal de vie, par exemple, dans 1 an, 2 ans. Ah non, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas que tu ne sais pas. C'est autorise-toi Pour toi, Tu as des rêves. dans Tu as forcément l'idéal. des Ouais, rêves. ouais. Il est quoi ce rêve? Oui, mais non, mais si, mais oui, mais enfin bon. Non, non. Alors, déjà, on pose les choses et puis après, je leur dis, et si j'avais une baguette magique maintenant, ce serait quoi vraiment? Mm. Et là, on voit les visages qui changent, les têtes qui disent, oui, là, même là, avec tout ce que je viens de te dire, tu ne t'es encore pas Et autorisé ouais, c'est ça. à rêver pleinement. Mm. Et c'est dommage de même pas oser rêver pleinement. La peur d'être déçu, la peur de ne pas y arriver, la peur de tout ça, je ne me sens pas capable. Mais si vous ne tentez jamais, Mm. bah, vous ne le saurez pas. Ah oui, c'est certain, ça. Non, non, mais c'est certain. Et puis même si Vaut dedans, mieux essayer, je dis même, vaut mieux essayer et se planter que de se dire, j'ai pas essayé et je ne saurais pas. et je saurais pas, je saurais jamais. Et comme encore une fois, je dis se planter, on se plante jamais, vraiment. On apprend, on tire profit de l'expérience, on va rebondir ailleurs, peut-être, à un endroit où on ne s'était pas imaginé. C'est ça la résilience aussi, c'est donner du sens à son histoire, hein, donner du sens à son vécu et à cette souffrance qu'elle n'ait pas été vécue aussi Pour rien. pour rien. Alors, elle n'est jamais vécue pour rien, parce que déjà, elle est pour soi, mais voilà, l'idée qu'on peut en faire quelque chose de beau, c'est magnifique, de se dire, OK, j'ai souffert, je m'en suis relevé, c'est déjà merveilleux, mais en plus, je peux en faire quelque chose. Je peux aider les autres, je peux créer quelque chose, enfin, me lancer dans un nouveau boulot, inspirer les gens, enfin, voilà, c'est génial. Non, c'est un terme que je connaissais peu et que j'ai vraiment découvert en connaissant ton compte. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est le parcours de vie, la résilience. Mm, Ça nous suit partout. C'est un bagage. On doit l'avoir, on l'a dans notre sac à dos et à nous de prendre conscience qu'il est là et qu'il est possible. mm, Parce que c'est tout ça à aussi, quand fait. on est tout en bas, conscientiser, accepter, ok, mais c'est prendre conscience que oui, c'est possible de Mm. sortir de tout ça et d'aller vers autre chose. De ne pas rester dans ces schémas négatifs, ces schémas limitants qu'on a tendance à reproduire Oui, malheureusement oui, en plus. complètement, ouais. C'est inconscient, donc forcément, on les reproduit. Et ça peut, quand on a des fois un petit éclair de dire là, comment? Oui, c'est possible. Tout est possible. Il faut oser. C'est ça. Oser, ça va être le mot aussi, quand même. C'est le On va mot. dire que c'est celui qui met en action, hein. C'est ça. Oser. Il met en Le mouvement. action le mouvement. Et effectivement, j'en parle dans mon livre, hein, je parle des émotions, etc. C'est important Mhm. de vivre des émotions. Si on est, ça nous permet de sortir de l'apathie et de se mettre en mouvement, parce que si on n'est pas dans cette colère, dans cette tristesse, ben, on fait rien pour bouger de là où on est en fait, hein. On est patachon dans notre petite vie, c'est pas pour autant qu'on est épanoui, mais il se passe rien, on peut mourir de cette apathie. Enfin, on est des êtres humains, on est des êtres créateurs, on peut créer plein de choses. C'est dommage de pas. Oui. C'est être là, et puis on le ressent beaucoup, même sans parler de traumatisme, etc. C'est juste être là, on sait qu'on est là. Ok, notre vie, elle est, voilà, ça va, quoi, mais on n'est pas épanoui, on n'est pas pleinement sereine, on n'est pas Ah dans la oui. création Mm. de notre vie. Oui, oui. Voilà, si ça passe tellement vite, il faut savoir, il faut, tu vois, je le dis aussi, hein, Mm. créer sa vie, créer la vie qui nous ressemble. Et on a ce pouvoir, mine de rien, sur nos vies, de la Complètement. créer. Et Ah oui, oui. prendre conscience de ça, c'est juste de créer et de choisir. De toute façon, je pense que le processus, il se fait de façon naturelle. On arrive à un moment donné à ça. Parce que Oui, le processus d'individuation et la crise de la quarantaine, c'est ça, hein. oui. 41 ans, oui. Ouais. Je n'y suis pas encore, mais j'espère que le chemin que j'ai déblayé avant me permettra que cette crise soit moins forte. Parce que justement, l'idée que d'un coup, on arrive à cet âge-là, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qui je suis? Moi, je ne l'ai pas eu, je l'ai eu avant. Oui, voilà. Mais ceux qui n'ont pas cheminé justement jusqu'à présent, il peut être très dur, très violent ce passage-là, de se Mm. dire, de donner du sens. Ah ouais, j'ai l'impression que finalement, ma vie, je l'ai donnée aux autres, à mon travail, mes C'est enfants, mon vide, mari. mais Et d'un moi. coup, c'est vide, j'ai pas donné de sens à ma vie. Mais ça peut être hyper violent de se rendre compte de ça. D'où les crises. Et, enfin, quand je dis quarantaine, des fois c'est cinquantaine, soixantaine, ça dépend, hein. Mm.
Mais elle peut être hyper violente, hein, ce retour dur. de... C'est dur, hein. Je le sais, moi, parce que dans mon cabinet, je les vois arriver, ces gens en plein processus d'individuation. Voilà, il suffit d'un divorce et ça y est, c'est Ouais, divorce, oui, même simplement. crise, burn-out, enfin, Ouais, crise beaucoup de personnelle, burn-out. burn-out beaucoup. Beaucoup, Et, beaucoup, beaucoup. et c'est des gens qui étaient la tête dans le guidon pendant toutes ces années. Ils se sont mis de côté complètement. Au profit des autres, c'est plus facile de Et, s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. ouais, donc, tout à fait. J'espère que le message sera entendu. Occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous, apprenez à vous connaître et n'ayez pas peur de vous connaître, parce que vous êtes Ouais, c'est toutes ça. de belles personnes. Complètement. Bon, merci beaucoup, beaucoup, Amandine, pour tout ce que tu nous as donné. Je suis sûre que tu en as charmé plus d'une. Donc, je vous rappelle, vous pouvez retrouver Amandine sur son compte Instagram Curieuse Conscience. Bien sûr, je vous mets le lien dans le descriptif. Sur son site qui porte le même nom, Curieuse Conscience. Et si l'idée ou l'envie de lire pendant ces belles vacances d'été au soleil vous donne l'envie, je vous répète le nom, donc c'est Résilience, guide d'exploration, et c'est aux éditions Jouvence. Vous verrez, il y a une très très belle, j'arrive plus à trouver le nom, couverture. Une très belle couverture, très originale, j'aime beaucoup. Et puis n'hésitez pas, si voilà, l'envie de découvrir Amandine un peu plus, de voir avec elle, de discuter avec elle, de parler de sophroanalyse, parce que je sais déjà qu'il y a certaines d'entre vous qui seront intéressées par cet outil que vous ne connaissiez pas, ou l'EMDR, qui voilà, n'hésitez pas à revenir vers Amandine et elle répondra à vos questions. Donc encore merci Amandine et je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup Audrey pour cette invitation. C'était super de partager ce moment avec toi. C'était pour une première, ça s'est super bien passé. Je dirais juste merci, soyez-vous, soyez conscients, soyez résilients. C'est ce que je dis à la fin de mon livre. N'ayez pas peur de plonger dans ces histoires et souvent les gens ils ont peur d'aller remuer ce passé, d'aller en thérapie. N'ayez pas peur parce que effectivement ça peut être inconfortable à des moments, mais c'est pour transmuter quelque chose et pour sublimer cette histoire et justement transformer l'expérience en force. Et pour ça il faut s'y confronter un petit peu mais c'est beau, ça vaut le coup pour être pleinement libre de soi dans le présent. Merci beaucoup Amandine. Un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais j'espère que tu ne m'en voudras pas et que tu auras compris pourquoi j'avais tellement, mais alors tellement envie d'accueillir Amandine sur le podcast Le bonheur me va si bien. Je ne vais pas papoter plus longtemps pour cette introduction. Juste te dire que tu as tous les liens à récupérer dans le descriptif de cet épisode. Je pense que je vais également te mettre le lien pour les 10 questions d'introspection que j'offre pour débuter le travail sur toi, la connaissance de soi, car tu l'as compris, c'est primordial. Donc je ne te dérange pas plus, j'espère sincèrement vraiment t'avoir fait comprendre que malgré les aléas de la vie, on peut se relever et faire de ces aléas une force. C'est vraiment important de comprendre que notre vie est faite de choix, même si de prime abord, les choix ne sont pas toujours évidents. Avec le temps, l'écoute de soi, la compréhension de soi, de la bienveillance, on y arrive et on peut parfois pour cela être aidé et accompagné. Donc il ne faut pas hésiter à tendre la main vers des professionnels qui sont spécialisés, qui vont vous accompagner vers un mieux-être et vous aider à sortir parfois d'épreuves difficiles. Donc prenez vraiment soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre une petite note, voire un commentaire si vous pouvez le faire sur la plateforme où vous nous écoutez. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end.